L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Samuel Grzybowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de Coexister, oui. Association qui vient de fêter ses 10 ans et dont la mission est de lutter contre les préjugés dans les religions, dans les écoles, les collèges et les lycées. Ça veut dire quoi, coexister? Notre première mission, c'est d'abord d'apprendre à vivre ensemble, parce qu'il y a ce dicton très connu, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous, notre conviction profonde, c'est que si tu veux la paix, prépare la paix, et que pour que la paix soit vraiment durable entre les personnes, il faut qu'elle s'apprenne dès l'école. Et dans un pays aussi multiculturel, multireligieux que la France, ce qu'on propose en tant que mouvement d'éducation populaire, c'est des parcours d'1 an dans une 50aine de villes en France, où des jeunes qui ont des origines différentes, des convictions différentes peuvent en parler et en faire quelque chose de positif pour agir ensemble au service de la société. Comment vous est venue cette idée ? Comment m'est venue l'idée? C'est vrai que j'ai commencé très tôt parce qu'on fête nos 10 ans, j'ai 26 ans cette année, donc j'avais 16 ans quand on a commencé, j'étais lycéen. C'est une succession de pas mal d'événements qui étaient liés à mon enfance. En fait, j'avais grandi dans une école primaire où il y avait 42 nationalités, 7 religions qui étaient enseignées, pratiquées. Arrivé au collège, j'étais dans un collège beaucoup plus classique, avec 2000 élèves qui cette fois-ci étaient tous blancs, tous d'origine chrétienne. Et en fait, ce contraste entre le métissage dans lequel j'avais vécu et l'uniformité de mon collège m'a inspiré l'idée qu'en France, on avait besoin de créer ces espaces-là, dont j'ai compris qu'en fait, mon école primaire était une exception et pas la norme. Et ce que j'aime aujourd'hui dans Coexister, qui se développe sans moi, puisque j'en suis plus président depuis 4 ans, Coexister présidé par Radia Bakouche, c'est que ces groupes-là, Coexister en France, sont des espaces où la diversité est une expérience concrète, vécue, et pas simplement un vœu pieux. Alors précisément, concrètement, ça se passe comment? Vous arrivez dans un lycée, vous faites quoi? Alors, le lycée, c'est en fin de parcours, en quelque sorte. C'est là qu'on est le plus connu, parce que c'est ce qui est le plus significatif. C'est vrai qu'on rencontre 25 000 collégiens lycéens par an dans les classes. Mais en amont de cette phase-là de notre action, il y a d'abord les actions au sein de petites cellules qu'on appelle les groupes Coexister, qui sont 50 jeunes, plutôt plus âgés, donc 18-35. Et ces 50 jeunes vont se voir 30-40 fois dans l'année, à travers différentes activités de dialogue ou de solidarité, d'abord pour apprendre entre eux à interagir, à se respecter, à s'écouter. Et dans ce parcours d'apprentissage, ils vont développer des savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, qui vont faire d'eux des créateurs de liens. Et ce qu'on espère, nous, c'est qu'ils vont quitter Coexister en étant devenus vraiment des bâtisseurs de ponts et que toute leur vie, ils pourront utiliser ces compétences-là pour apaiser des relations difficiles, violentes. À la fin de ce parcours, et c'est comme ça qu'on s'est fait beaucoup connaître, nos membres, qui sont 2500 en France, vont en milieu scolaire, à l'appel des collèges et des lycées, pour déconstruire les préjugés basés sur leur expérience. Et ce qui est fort en collège ou en lycée, c'est que les collégiens et lycéens n'ont pas face à eux des théoriciens de la paix ou du vivre ensemble qui viennent leur dire « Attendez, il faut que vous appreniez à vivre ensemble, c'est la République ». Ils ont face à eux des praticiens qui viennent de vivre 1 an de frottement, d'apprentissage, de difficultés, où parfois, il y a des contradictions avec lesquelles il faut gérer, et ça permet ensuite aux collégiens et aux lycéens de changer leur vision des choses, et on est beaucoup plus crédible avec l'action. Alors, et vous mettez ces collégiens et ces lycéens dans le concret assez rapidement, notamment en leur faisant remplir un questionnaire qui leur demande de faire des associations entre Exactement. religion et les idées qui leur viennent tout de suite dans la tête. Exactement. Ils ont très peu de temps, c'est tout à fait ça le jeu. Ils ont moins d'1 minute pour associer 3 mots à chacune des 4 plus grandes convictions en France, donc athéisme, christianisme, islam et judaïsme. Et avec ces associations spontanées, ils entourent aussi le cycle dont ils se sentent le plus proches. Nous, on peut classer les mots avec les auto-associations, ce que j'associe à ma conviction, les alter-associations, ce que j'associe à celle des autres. On les met au tableau, on les sépare. Ils savent pas comment est-ce qu'on a séparé, et ils pensent qu'en fait, on a mis d'un côté les mots négatifs, les mots positifs. Et en fait, ils découvrent que pas du tout. On a mis d'un côté les auto-associations et de l'autre côté les alter-associations. Et donc ils se disent, pourquoi est-ce que quand je parle de moi spontanément, j'ai des mots très positifs, très précis, très intérieurs, alors quand je parle des autres, j'ai des mots négatifs extérieurs qui sont enrobés dans des stéréotypes, voire parfois des préjugés violents. Voilà, et donc c'est là que les préjugés apparaissent. Alors les préjugés les plus violents, bien sûr, comme les juifs sont riches, les musulmans sont violents, les chrétiens sont pédophiles, sont des préjugés qui sont rares, quand même, il faut le dire. Les plus violents d'entre eux ne représentent que 6% des collégiens lycéens interrogés sur 25 000 par an. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont constants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une classe en France où on n'a pas ces préjugés qui reviennent. Ça veut dire... Sur ces 10 dernières années, ils ont été... C'est constant Alors la statistique, on l'a fait que depuis 3 ans. Mais nos éducateurs qui le font, on confirme quand même que c'est constant. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'actualité influence la présence de stéréotypes. Il y a des petites baisses parfois, notamment paradoxalement dans les périodes de terrorisme. En fait, on parle tellement de l'islam qu'il y a une meilleure connaissance de l'islam, en fait, et donc du coup, il y a moins de préjugés. C'est curieux, mais c'est un peu le travail pédagogique de l'actualité. Et dans les périodes de vagues antisémites, on sent aussi les mots liés à l'antisémitisme qui reviennent, bien sûr. Votre mission, c'est donc d'identifier
d'identifier ces préjugés, vous en avez cité quelques-uns, mais ensuite de les décortiquer pour les déconstruire, comment on fait ? Comment on fait? Alors, pour déconstruire un préjugé, d'abord, il faut le replacer dans une histoire, montrer qu'il a lui-même été construit, qu'on n'est pas né avec des préjugés, on n'est pas né non plus pour haïr, donc on a appris tout ça. Exemple. Donc, il faut le désapprendre. Et bien, exemple, celui qui est le plus connu, parce qu'il est le plus violent et le plus dangereux, c'est les Juifs et l'argent. Alors, il y a des sommes de littérature sur ce préjugé-là, il y a des livres, même il y a un livre qui s'appelle Les Juifs et l'argent qui est sorti cette année. Il vient tout simplement du Moyen-Âge, où la Méditerranée occidentale était au nord chrétienne, au sud musulmane, et où ces deux grandes religions, le christianisme et l'islam, avaient interdit l'usufruit. Et donc, il avait été confié aux Juifs, qui étaient une minorité persécutée et facile à opprimer, de gérer les banques dont elles pouvaient vivre. Et ça a construit l'idée que les Juifs étaient associés à l'argent. C'est resté extrêmement ancré, alors qu'ils ont été contraints à le faire, d'ailleurs, dans un quartier de Venise devenu très emblématique, qui s'appelait le ghetto. Avant le nom commun de ghetto, on les a mis dans ce quartier-là pour gérer l'argent. Et depuis, le ghetto est devenu un nom commun pour dire la partie fermée où on enferme les gens, quoi. Le rabbin Delphine Orvillard, qui était sur ce plateau il y a quelque temps, disait à ce propos, et c'est assez intéressant, et ça en devient du coup encore plus compliqué, que le préjugé, mais qui n'est que l'arbre qui cache la haine, est très fluctuant en fonction du temps, et elle disait qu'aux Juifs, on a reproché tout et son contraire au fil du temps, donc ce n'est pas une notion figée. Oui, tout à fait. C'est fluctuant. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les vagues de fond. C'est-à-dire que si on regarde les attaques antisémites dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment, et pour cause, on voit quand même qu'il y a un énorme boom en l'an 2000. Et que depuis 2000, on ne fait que fluctuer sur des centaines d'attaques par an. Alors qu'avant 2000, on est sur des dizaines d'attaques. Donc même si là, il y a eu une hausse de 76%, on est quand même sur une courbe en centaines d'attaques. Ça veut dire qu'on est dans un moment de l'histoire, d'une vingtaine d'années, où il y a un regain de l'antisémitisme en France, qui a plusieurs causes, hein. Il a souvent été attribué à tort seulement à l'islam et au quartier populaire, comme on dit. En vérité, c'est une erreur, parce qu'il y a de l'antisémitisme dans toutes les couches de la société française, dans tous les domaines. Il y a eu des attaques antisémites à HEC, il faut le rappeler. Et donc, c'est un phénomène de société dont il faut parler, parce que ce sont des préjugés vicieux qui se répandent. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au-delà du caractère punitif et condamnateur qu'il faut avoir vis-à-vis de l'antisémitisme, il faut aussi de la pédagogie, que c'est long, et de l'expérience. Et comme les Juifs ne sont que 1% de nos concitoyennes, 1% de nos concitoyens, il est très difficile d'avoir l'occasion de parler concrètement avec quelqu'un qui se dit être juif ou juif. Alors que dans tous nos groupes coexistés, il est possible de faire cette rencontre, de s'adresser à qui que ce soit, y compris juifs ou juifs, hein, mais ce n'est pas non plus les bêtes de foire d'un groupe local. Il est possible de rencontrer n'importe qui en fonction de sa conviction d'origine. Autre sujet, vous l'avez évoqué, particulièrement prégnant dans notre société, le rapport à l'islam. J'imagine qu'effectivement que le préjugé d'un islam qui serait source de violence revient extrêmement souvent. Le préjugé de l'islam source de violence revient, surtout avec l'actualité, et puis tristement avec ce qu'on vient d'apprendre au Sri Lanka. Il est possible que le préjugé soit un peu renforcé. Ce qui est important, c'est de remettre encore une fois en perspective, de voir à partir de quand est-ce qu'on associe l'islam à la violence. C'est une construction qui est assez récente. Alors, il y avait le conflit entre le Nord et le Sud, puis après, il y a eu le terrorisme revendiqué au nom de l'islam. C'est important de regarder concrètement ce dont il s'agit, de regarder aussi le terrorisme, quelles en sont les statistiques, qui sont les auteurs de terrorisme, mais aussi qui en sont les victimes, notamment quand on explique que la plupart des victimes de terrorisme dans le monde sont musulmanes. Ça veut bien dire que s'il y a une violence au nom de l'islam, c'est pas essentialisé à l'islam, c'est pas lié à la nature profonde de l'islam. Preuve en est, la plupart des victimes sont elles-mêmes musulmanes, donc il y aurait une incohérence. Est-ce que l'école républicaine est le bon lieu pour parler de ça ? Moi, je pense que oui, profondément. L'école républicaine est le bon lieu parce que la laïcité n'interdit pas de parler de religion. Au contraire, la laïcité sépare strictement les cultes de l'État pour que les uns et les autres soient protégés de l'envie d'une certaine tutelle. Et ça, c'est fondamental. Elle neutralise les agents qui ont pas le droit d'exprimer leurs convictions. Et donc, je pense qu'il est fondamental qu'un professeur, une professeure s'abstienne d'exprimer sa conviction religieuse pour le devoir de neutralité. Mais il est possible d'en parler. Il y a déjà l'enseignement laïque du fait religieux qui existe. Pour nous, il est clairement insuffisant. On est déjà sur quelque chose de nécessaire, mais la plupart de nos pays voisins en Europe... Pardon, je vous coupe, qui serait de l'ordre de l'éducation civique, d'une certaine façon. Exactement. L'enseignement laïque du fait religieux, on n'est pas du tout ni sur un catéchisme, ni sur de la théologie, bien sûr. Il y a ce préjugé qui circule souvent sur Twitter. On n'enseigne pas la foi, absolument pas. On enseigne les faits, c'est-à-dire la dimension scientifique des religions. Elle existe, c'est-à-dire quelles sont les pratiques de telle communauté, que déclarent-ils, comment vivent-ils, quelles sont leurs coutumes, quels sont leurs rites, leurs symboles. Ça, ce sont des faits scientifiques qu'on observe, sur lesquels on n'émet pas d'opinion. On dit, voilà, ceux qui se revendiquent musulmanes, ils vont faire 5 prières par jour. C'est un fait. Et donc ça, il est important de le connaître et de le maîtriser dans un monde qui est de plus en plus religieux et qui va l'être de plus en plus. Précisément, est-ce que de votre expérience, vous sentez que cette expression de la religiosité, elle va en se renforçant, y compris chez les plus jeunes ? Oui, alors statistiquement, la religiosité, en tout cas sur l'adhésion spirituelle, ne fait que se renforcer. Le CNRS, quels que soient les milieux ?
quels que soient les milieux. Le CNRS a suivi pendant 2 ans des lycéens de Rhône-Alpes en leur demandant de donner leurs 25 dimensions d'identité, donc orientation sexuelle, âge, origine sociale, ethnique, territoriale, couleur de peau, etc. Et dans ces 25, il y a la conviction religieuse. Et y compris quand la conviction religieuse est l'athéisme, les jeunes placent la conviction religieuse dans leurs 3 principales identités sur 25. C'est énorme. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'avant, c'était plutôt le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine sociale, la classe sociale. Aujourd'hui, la conviction religieuse fait partie des 3 premières. Et ça ne fait qu'en augmentant, malgré la sécularisation. C'est-à-dire que la sécularisation provoque une baisse de la pratique, il y a un retrait des structures communautaires, ça c'est vrai. Mais par contre, ça ne provoque pas un retrait de l'adhésion spirituelle. Vous dites dans un de vos clips sur votre site internet qu'en entraînant la religion à la maison, ça empêcherait d'assumer son identité avec les autres. Cette phrase, à titre personnel, me pose problème. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas laisser sa foi à la maison, à l'intérieur de soi Ah non, alors moi je suis tout à fait favorable à ce que quelqu'un qui souhaite la garder chez soi puisse la garder à la maison. Ce qui m'embête profondément, c'est qu'il y ait cette injonction, c'est-à-dire qu'il y ait cette contrainte, qu'on interdise à quelqu'un de le faire. Parce que les droits de l'homme déjà le garantissent, l'article 18, exprimer sa religion seule ou en commun, en public ou en privé. Le mot public est dans l'article. C'est pour ça que parfois la France est un peu critiquée sur certaines applications. Ce que je pense, c'est qu'il faut laisser la liberté à chacun de faire comme il l'entend. Si une opinion politique ou syndicale peut être exprimée publiquement, dans la rue, dans la sphère publique et dans la sphère politique, je pense qu'il doit en être de même pour une opinion religieuse. Mais si quelqu'un considère personnellement sa religion comme de l'intime, il peut tout à fait le garder. Ce qui pose problème, c'est quand on empêche les gens de révéler ce qui les habite. Ça a été le cas pendant longtemps sur l'homosexualité. Je prends l'exemple du PDG de BP, qui a écrit un livre en racontant sa carrière, en disant « Si j'avais pu dire beaucoup plus tôt que j'étais homosexuel à mes collègues, j'aurais travaillé mieux, j'aurais été plus heureux, j'aurais raconté mes week-ends, j'aurais parlé de ce qui est ma vie, en fait. Et j'ai caché pendant 40 ans de travail que j'étais homosexuel. » Mais je pense que cette injonction à se cacher est dangereuse. Mais je ne suis pas non plus pour l'injonction à se révéler. Si quelqu'un ne veut pas en parler, il n'en parle pas. Comment vous expliquez que les Français aient ce rapport si compliqué à la laïcité ? C'est une longue histoire, c'est la Révolution. C'est parce que je pense que les religions font beaucoup de mal dans notre pays, il faut l'admettre, dans les guerres de religion, dans le refus aussi de la structure catholique de passer à la période républicaine, le refus de la laïcité. L'Église s'est quand même très mal comportée avec la France dans les années 1905. Parfois, la République lui a bien rendu. Et je pense que ça crée beaucoup de souffrance et de peur, et qu'on se dit, mais moins il y a de religion, moins il y a de problème. Il y a une partie de vérité dans cette phrase. Simplement, nous, ce qu'on essaye de faire, et moi, c'est ce qui m'habite, c'est que comme la religion existe encore et qu'elle est une réalité pour beaucoup d'entre nous dans ce pays, eh bien, il faut faire quelque chose de positif, même si elle a souvent été une source de souffrance et qu'elle inquiète. Voilà. Merci beaucoup Samuel Grzybowski d'être venu ce matin nous parler donc de cette association Coexister qui fête ses 10 ans. Et beau chemin à elle encore à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.